Il est temps de donner à la Pologne des armes nucléaires. L'intérêt de la Corée du Sud pour les armes nucléaires n'a pas disparu. Le prince héritier confirme que l'Arabie Saoudite cherchera un arsenal nucléaire si l'Iran en développe un. Un nouvel ordre mondial est en train de se forger. Ce n'est pas une hypothèse particulièrement controversée aujourd'hui. Nous sommes en pleine transformation d'un ordre à un autre. En principe, c'est un moment extrêmement instable. Cette instabilité se manifeste en de nombreux endroits. L'attaque des Houthis, dans le détroit de Bab al-Mandab, la perspective de tension à la frontière coréenne, ou encore la guerre en cours en Ukraine. Dans tous ces lieux, l'ordre actuel est mis à l'épreuve. L'architecture de sécurité fragile crée une tentation, voire une exigence, de rechercher de nouvelles réponses à la situation. C'est le cas parmi les alliés les plus proches des États-Unis, qui signalent de plus en plus leur volonté d'assouplir progressivement leurs engagements mondiaux afin de concentrer leurs ressources limitées dans des directions clés, conformément à des intérêts définis. Et lorsqu'un tel processus de désengagement s'amorce, les élites politiques des grands et moyens pays commencent à s'inquiéter. Ce n'est alors qu'une question de temps avant que quelqu'un ne prononce les mots. Que pensons-nous réellement des armes nucléaires? De tels calculs en coulisses ont lieu dans au moins quelques endroits à travers le monde. En Pologne, en Corée du Sud, au Japon, en Arabie Saoudite, en Turquie et même en Ukraine. En bref, la dynamique d'un système international fragmenté favorise le processus de prolifération nucléaire. Regardons cela de plus près. Bienvenue dans le rapport des années 20. La Pologne servira d'exemple majeur du processus décrit dans l'introduction. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, l'énergie nucléaire, tant militaire que civile, était ici pratiquement inexistante, mais elle réapparaît aujourd'hui sous différentes formes. La Pologne est donc un pays totalement nucléaire. La carte des centrales nucléaires en Europe dit tout. La Pologne est un désert nucléaire, et nous ne parlons pas d'un scénario post-apocalyptique. La seule exception est le seul réacteur scientifique Maria. Construit en 1970, c'est une destination prisée pour les sorties scolaires, en plus de ses fonctions scientifiques. Au début des années 2000, en tant que jeune étudiant, l'auteur y a lui-même participé. Bien que l'idée de construire une centrale nucléaire polonaise depuis les années 1970, elle n'a jamais abouti. Il a fallu 50 ans pour que l'idée de parier sur le nucléaire passe de l'imagination à l'action concrète dans la vague d'abandon des sources d'énergie conventionnelles. Un consensus social et multipartite a été obtenu, qui débouchera sur la construction de 3 centrales nucléaires, très probablement en coopération avec les Américains et les Coréens, même si les Français espèrent une part de l'accord. Varsovie envisage également la technologie des petits réacteurs modulaires. Cela nous amène à la question de savoir si la possession et le développement de l'énergie nucléaire civile dans le pays sont propices au processus de développement potentiel d'armes nucléaires. Il est indéniable que les centrales nucléaires, tout comme les armes nucléaires, sont un élément commun dans le débat interne polonais sur l'accroissement de l'indépendance du pays et la peur d'un avenir instable. Mais cette convergence se produit-elle également au niveau technologique? Eh bien, il manque un consensus fort. Vladimir Kobetzky, analyste au Rosatom russe, a écrit en 2019 « Les technologies nucléaires sont à double usage, c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées à la fois à des fins civiles et militaires. Le développement national d'un programme nucléaire, apparemment pacifique, et les installations d'enrichissement nécessaires pour l'alimenter, peut fournir à un État non doté d'armes nucléaires les moyens de créer des armes nucléaires. » Il est repris par un Américain, Mark Z. Jacobson, de l'Université de Stanford, qui écrivait dans son article de 2019 « La construction d'un réacteur nucléaire pour produire de l'énergie dans un pays qui ne dispose pas actuellement de réacteurs permet au pays d'importer de l'uranium pour l'utiliser dans une installation d'énergie nucléaire. Si le pays le souhaite, il peut secrètement enrichir l'uranium pour créer de l'uranium de qualité militaire et récupérer le plutonium des barres de combustible d'uranium pour l'utiliser dans des armes nucléaires. Cela ne signifie pas que tous les pays le feront, mais historiquement, certains l'ont fait et le risque est élevé, comme le note le GIEC. La construction et la diffusion de petits réacteurs modulaires, SMR, pourraient encore accroître ce risque.
Jacobson et Kurbsky seraient donc d'accord sur le fait que les centrales nucléaires augmentent la capacité de Varsovie à développer des ogives nucléaires. Mais il existe un deuxième groupe de chercheurs, probablement plus influents, qui pensent que la corrélation est si faible que nous devrions abandonner cet argument. Ted Nordhaus, du Breakthrough Institute, estime que ni la physique ni les technologies ne sont les mêmes. Pas plus que les institutions qui gèrent les deux technologies. Les armes nucléaires impliquent aujourd'hui la fusion de deux atomes dans une explosion incontrôlée. L'énergie nucléaire implique d'exploiter la désintégration d'éléments radioactifs naturels dans une réaction lente et contrôlée, créant de la chaleur qui fait tourner les turbines à vapeur. Il est suivi par Nicholas Miller, professeur à l'université de Dartmouth, qui a ajouté « Il y a une pénurie de travail empirique systématique qui évalue directement cette proposition. Une analyse systématique des preuves historiques suggère que le lien entre les programmes d'énergie nucléaire et la prolifération est surestimé. De plus, dans le cas de la Pologne, il ne s'agit pas de construire un réacteur civil à base de technologie nationale, mais d'apporter de la technologie, principalement des États-Unis. Pour faire court, les réacteurs nucléaires peuvent être utiles, mais il existe des obstacles bien plus importants à l'obtention d'ogives nucléaires. Ce ne sont pas les barrières technologiques qui constituent l'obstacle le plus important pour la Pologne et d'autres États similaires dans le processus d'acquisition potentielle de capacités nucléaires. À partir du moment où la nouvelle est arrivée au monde, que les Américains avaient trouvé un moyen de diviser l'atome et d'utiliser cette technologie au combat, rien n'était plus pareil. Soudain, une technologie est apparue qui pourrait anéantir toute vie sur Terre en un instant. Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes, a déclaré l'architecte du projet Manhattan, Robert Oppenheimer, citant la Bhagavad Gita. La première arme nucléaire, baptisée Trinity, fut larguée dans le désert du Nouveau-Mexique le 16 juillet 1945. Un mois plus tard, les plus célèbres bombes Fat Man et Little Boy tombèrent sur Hiroshima et Nagasaki, tuant au total 150 000 personnes. Le pic de puissance américaine peut être défini de différentes manières, selon la méthodologie et la zone évaluée. Néanmoins, l'une de ces définitions peut renvoyer à la période de 1945 à 1949, lorsque les Américains étaient la seule nation au monde à posséder des armes nucléaires. Au niveau des acteurs étatiques, ils étaient les seuls à être la mort destructeur de mondes. Ils ont détruit 2 de ces mondes sur les îles japonaises. Le succès américain a naturellement provoqué la panique parmi les soviétiques, qui ont entrepris de rattraper leur retard. Dans les débats sur les armes nucléaires, la question est parfois posée. Pourquoi les Américains n'ont-ils pas utilisé leur supériorité technologique et, mis à part la moralité, pour bombarder préventivement les soviétiques, pour arrêter leur développement d'armes nucléaires et rester le seul destructeur de monde? Ce faisant, ils auraient également effectivement stoppé le phénomène de prolifération future, puisque quiconque le voudrait courrait le risque d'une destruction nucléaire, comme le montre l'exemple de l'URSS. Encore une fois, si l'on fait abstraction des questions philosophiques de savoir pourquoi les Américains devraient être la seule nation à bénéficier du droit à la destruction massive, une frappe préventive efficace n'était tout simplement pas réalisable à la fin des années 1940. Il y avait des plans pour la guerre d'après-guerre avec l'URSS, comme l'opération Unthinkable, préparée à la demande de Churchill. Mais ils étaient irréalistes. Les 2 camps étaient épuisés et les armes nucléaires étaient alors très rares. En 1946, un an après Hiroshima et Nagasaki, les États-Unis ne disposaient que de 9 bombes atomiques et d'une douzaine de bombardiers capables de les transporter. Les Soviétiques disposaient de milliers d'avions de combat et d'un programme nucléaire sans emplacement fixe. En d'autres termes, la prolifération nucléaire était inévitable. Après les Américains, en 1949, les Soviétiques ont fait de même. 3 ans plus tard, les Britanniques suivirent. En 1960, les Français. En 1964, les Chinois. L'Inde a mené avec succès son premier essai en 1974, le Pakistan en 1998 et la Corée du Nord en 2006. Il est également largement admis qu'Israël possède des armes nucléaires. 9 pays en tout. C'est déjà beaucoup, car les 4 premières puissances nucléaires envisageaient déjà de limiter la prolifération nucléaire au tournant des années 1950 et 1960.
le Comité des 10 Nations sur le désarmement, créé en 1960, est devenu le Comité des 18 Nations sur le désarmement, conduisant à la ratification du document le plus important, le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le TNP, en 1970. Le traité reconnaît comme puissance nucléaire les pays qui ont développé et testé avec succès des armes nucléaires avant le 1er janvier 1967, à savoir les États-Unis, l'URSS, aujourd'hui la Russie, le Royaume-Uni, la France et la Chine, qui sont également membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Le traité a été ratifié par tous les pays du monde, à l'exception de la Corée du Nord, qui l'a dénoncé en 2003, alors qu'il n'a jamais été signé par l'Inde, le Pakistan, Israël et le Soudan du Sud. Le traité repose sur un principe simple. Les États non dotés d'armes nucléaires acceptent de ne jamais acquérir d'armes nucléaires et, en retour, les États dotés d'armes nucléaires acceptent de partager les bénéfices de la technologie nucléaire pacifique et de poursuivre le désarmement nucléaire dans le but ultime d'éliminer leurs arsenaux nucléaires. Même si le TNP n'a finalement pas réussi à empêcher la prolifération des armes nucléaires, il a été un succès majeur pour les partisans du contrôle des armements dans le contexte de la course aux armements de la guerre froide et de l'inquiétude internationale croissante quant aux conséquences de la guerre nucléaire. Le nombre de têtes nucléaires a été divisé par 6, passant de plus de 60 000 au début des années 1980 à 10 000 bombes aujourd'hui. Dans la pratique, tous les pays qui ont montré suffisamment de potentiel et de détermination en sont dotés, tandis que presque tous les autres ont perdu leur motivation ou ont été contraints de l'abandonner. Le TNP était fondé sur l'ordre mondial dualiste de l'époque. Les deux blocs, les États-Unis et l'Union soviétique, offraient théoriquement un parapluie nucléaire aux États alliés, tout en veillant à ce qu'aucune partie indésirable ne se procure des armes. L'effondrement de l'Union soviétique en 1991 n'a rien changé à cette situation. Le monde est devenu encore plus calme, ce qui a encore plus démotivé quiconque à posséder des armes de destruction massive. Cela était d'autant plus vrai que la poursuite de l'armement nucléaire par le seul hégémon mondial, les États-Unis, était considérée comme ouvertement hostile, ce qui rendait risqué de soulever la question, même verbalement. De telles tentatives étaient assimilées aux actions de terroristes ou d'autocrates. Le motif de posséder des armes nucléaires a même été utilisé comme casus belli pour lancer une guerre contre le régime de Saddam Hussein en Irak. Cependant, l'effondrement de l'Union soviétique a créé le premier grand précédent en matière de crédibilité des puissances nucléaires vis-à-vis des États non nucléaires. Nous parlons bien sûr du fameux mémorandum de Budapest, en vertu duquel l'Ukraine a renoncé aux armes nucléaires qu'elle avait acquises en tant qu'entité distincte après l'effondrement de l'URSS. En échange, les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni devaient garantir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Aujourd'hui, certains juristes internationaux soulignent que le mémorandum de Budapest était un accord non contraignant, et non un traité, qui ne garantissait pas que les pays occidentaux viendraient en aide à l'Ukraine en cas d'agression par un pays tiers. Aucune rancune contre personne, sauf contre les Russes, bien sûr. Néanmoins, le mémorandum de Budapest peut difficilement être interprété comme autre chose que l'une des décisions les plus dévastatrices pour le premier État ukrainien émergent, résultant d'une mauvaise interprétation des conséquences de grande envergure d'une telle décision. La douloureuse leçon pour les Ukrainiens est que toute tentative future de dénucléarisation sera pratiquement impossible si un ordre multilatéral se développe. Chaque société se souviendra des conséquences de cette décision pour l'Ukraine. De plus, cette affaire légitime les armes nucléaires en tant que moyen de dissuasion efficace et ultime, et c'est un argument très convaincant en faveur de l'armement à un moment de chaos, de transition mondiale et d'émergence d'un nouvel ordre. En 2024, personne ne doute que nous sommes à ce stade précis de l'histoire. En passant, il convient de noter que l'Ukraine a non seulement renoncé à ses armes, mais que Kiev est la seule à en ressentir les conséquences. Le Kazakhstan et la Biélorussie l'ont également fait dans l'espace post-soviétique. L'Afrique du Sud a également renoncé à ses armes nucléaires dans le cadre du TNP, même si elle possédait déjà 6 ogives artisanales dans les années 1980. L'Argentine et le Brésil possédaient également leur propre programme nucléaire, mais le moment unipolaire des États-Unis dans les années 1990 a contraint de facto les deux pays à suspendre leur projet. Ainsi se dégage la séquence suivante.
La montée en puissance de la Chine a bouleversé l'ordre mondial. La montée en puissance de la Chine et la fracture de l'ordre obligent le garant de l'ordre actuel, les États-Unis, à réaffecter des ressources limitées et à définir des priorités avec soin. Cela signifie à son tour une incertitude accrue dans de nombreuses régions du monde quant aux garanties de sécurité américaines, en particulier en Europe, dont la priorité accordée à l'Asie de l'Est dans la stratégie de Washington est de plus en plus évidente. Toutefois, l'instabilité n'incitera pas seulement les alliés des États-Unis à réfléchir aux armes nucléaires. Le fait même que l'incertitude mondiale constitue une motivation potentielle pour lancer un programme nucléaire dans de nombreux centres énergétiques et régionaux. Cela dit, revenons à notre exemple initial, la Pologne. Pour que la Pologne envisage sérieusement de devenir une puissance nucléaire, son environnement de sécurité devrait changer radicalement. Mais il convient de réfléchir à l'impact d'un tel scénario pour l'Europe. Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas d'une déclaration d'un Polonais, mais d'un Allemand, Fabian Hoffmann, pour le prestigieux communiqué trimestriel allemand Internationale Politik. Le texte de Hoffmann souligne le caractère indispensable des armes nucléaires dans la guerre en Ukraine. Cela ne se manifeste pas dans leur utilisation directe, mais dans la dimension de la signalisation stratégique russe, ce qui sape la motivation de l'Occident à soutenir Kiev de manière plus large. En termes simples, les Russes utilisent le spectre du nucléaire pour dissuader l'Occident de soutenir Kiev. L'auteur réfléchit donc aux implications du fait que la Pologne, la plus grande force conventionnelle de l'OTAN à la frontière nord-est de l'Alliance, possède des armes nucléaires. Hoffmann décrit 3 scénarios principaux dans lesquels Varsovie pourrait acquérir des armes nucléaires. La première, et la plus probable, consiste à rejoindre le programme de partage nucléaire de l'OTAN, l'initiative dans le cadre de laquelle 100 têtes nucléaires américaines sont déployées dans 5 États membres de l'OTAN, actuellement la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Turquie. L'objectif du partage nucléaire est de partager les risques au sein de l'OTAN et, ou, de maintenir un équilibre fondé sur une théorie de la dissuasion mutuelle. Pourtant, le propriétaire de facto des bombes est l'armée américaine, et leur utilisation nécessite l'autorisation de Washington. Néanmoins, le partage du nucléaire semble être la solution la plus favorable pour la Pologne. L'effet serait disponible ici et maintenant, en accord avec son allié le plus important, les États-Unis, et à un coût relativement faible. N'oublions pas que le développement et l'entretien d'armes nucléaires coûtent très cher. Même une douzaine d'ogives donnerait à Varsovie un argument dans un débat nucléaire avec Moscou. La Pologne a déjà signalé sa volonté de rejoindre le programme mi-2023. Étant donné que la Russie a l'intention d'implanter des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, nous demandons d'autant plus à l'ensemble de l'OTAN de participer au programme de partage nucléaire, a déclaré le Premier ministre de l'époque, Mateusz Morawiecki. Il n'est pas inconcevable qu'en cas de retrait américain plus large d'Europe, les discussions sur le partage nucléaire s'intensifient également dans les nouveaux pays de l'OTAN, que sont la Suède et la Finlande, ou en Roumanie par exemple. Tous ces pays ont, ou auront, la capacité de les utiliser, notamment sous la forme de chasseurs multirôles F-35. Ainsi, une dispersion nucléaire à l'est de l'OTAN, renforcée par le parapluie nucléaire américano-franco-britannique, limiterait la capacité de Moscou à aligner certaines régions, mais pas complètement. L'isolement des États baltes resterait un problème. Qui devrait répondre à une attaque nucléaire russe tactique, et donc à petite échelle, contre, disons, un petit village letton? Les Polonais ou les Finlandais risquant des représailles sur leur territoire? Les Français ou les Américains risquent-ils un échange nucléaire plus large? L'ambiguïté de la réponse à cette question reste une faiblesse. L'entrée de la Pologne dans le club nucléaire commence donc à percer dans le débat au sein des pays de l'Alliance. En septembre, des experts de la Heritage Foundation ont conclu que les têtes nucléaires allemandes devraient être transférées à la Pologne dans le cadre du programme de partage nucléaire, car cela garantirait aux alliés de l'OTAN les plus proches de la Russie que l'arsenal reste crédible et efficace, et dissuaderait mieux l'agression russe en augmentant la pertinence de la dissuasion nucléaire, indique le rapport. Mais le partage du nucléaire n'est pas la seule voie à suivre. Hoffmann envisage également des voies de développement plus controversées, si l'on peut dire. L'une d'elles serait que la Pologne ait son propre programme nucléaire, même si l'auteur note à juste titre que cela nécessiterait un changement complet de l'architecture de sécurité en Europe.
allant même jusqu'à un retrait complet des États-Unis, non seulement d'Europe, mais peut-être même la fin de l'OTAN. Un programme nucléaire en soi est une proposition extrêmement risquée. D'une part, cela alignerait le commanditaire actuel, les États-Unis, qui serait au mieux neutre à l'égard du programme et encouragerait le principal adversaire, la Russie, à lancer une attaque préventive pour neutraliser le programme. Pour ces raisons, pour que le programme réussisse, il faudrait qu'il soit au niveau étatique top secret, et pourtant, son succès serait loin d'être certain, car pour revenir au début, la Pologne n'a aujourd'hui presque aucune capacité nucléaire. Dans une telle situation, Varsovie aurait besoin d'un mécène nucléaire, ou au moins d'un partenaire dans le crime. Il pourrait s'agir par exemple de la Corée du Sud, qui s'intéresse également à ses capacités et coopère déjà étroitement avec la Pologne dans le domaine militaire et dans le cadre d'un projet de centrale nucléaire. Dans une période de chaos, la Suède, technologiquement avancée, pourrait également être une option, tout comme l'Ukraine, qui possède un riche héritage nucléaire soviétique. Le motif de ces trois situations est le même, la Russie et l'absence potentielle des États-Unis. Outre le problème du maintien du secret d'un tel programme, l'entrée simultanée de plusieurs pays ayant un profil idéologique similaire pourrait neutraliser certains des effets négatifs du développement individuel d'un tel programme. Avec une position américaine neutre, mais toujours peu disposée à lancer un programme nucléaire par elle-même, la prolifération pourrait également avoir une motivation économique, c'est-à-dire le partage des coûts. Une telle configuration a été envisagée dans un article paru dans The Spectator, début février 2024, par Dalibor Rohac, chercheur principal à l'American Enterprise Institute de Washington. En réfléchissant à l'état de l'Alliance après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, l'auteur envisage le développement de capacités nucléaires autonomes sur le flanc oriental de l'Alliance, en complément du programme de partage nucléaire. Pour citer l'auteur, il existe un contingent important de pays qui se font confiance, partagent une vision commune de la Russie et qui pourraient facilement acquérir et maintenir leur propre dissuasion nucléaire. La Pologne, les États baltes et les pays nordiques. La Pologne, qui investit massivement à la fois dans son armée et dans son énergie nucléaire, serait un premier venu évident. Le coût peut être étonnamment modeste. Le système Trident du Royaume-Uni, acquis dans les années 1980, a coûté environ 21 milliards de livres sterling au prix actuel. Les dépenses ont été étalées sur plus d'une décennie, la maintenance annuelle s'élevant à environ 3 milliards de livres sterling. Le simple fait d'annoncer une telle intention pourrait inciter la France ou le Royaume-Uni à proposer un accord bilatéral de partage d'armes nucléaires à Varsovie, ce qui pourrait également faire l'affaire. En fin de compte, pour que la dissuasion soit crédible, les armes doivent être contrôlées par la partie qui supporte le plus le risque d'une attaque directe russe, la Pologne elle-même. Les déclarations des principaux décideurs montrent que la question n'est pas abstraite. Le signal nucléaire vient de la bouche de l'actuel ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski. And in answer to your earlier question, if the supplemental doesn't go through, and US allies are disappointed and get the idea that the United States might not be able to help you even when the commander-in-chief wants to help you, that will have profound consequences for all of American alliances around the world. Some countries will start hedging, and others will be considering developing their own nuclear weapons programs. Même si rejoindre le programme de partage nucléaire serait la solution la plus simple pour la Pologne, la dépendance à l'égard des Américains à cet égard est inconfortable pour un autre membre du programme, la Turquie. Ankara considère la dépendance nucléaire vis-à-vis des Américains comme sa propre faiblesse. Si les efforts de la République islamique d'Iran se confirment et qu'elle acquiert l'arme nucléaire, son manque d'indépendance se fera fortement sentir en Turquie. L'Arabie saoudite, qui, contrairement aux Turcs, ne possède aucune tête nucléaire, se sentira encore plus vulnérable. Le prince Mohammed bin Salman l'a déjà annoncé. Ajoutez à cela un Israël nucléaire, et vous obtenez une situation dans laquelle les plus grandes puissances du Moyen-Orient ressentiront un profond besoin de posséder des armes nucléaires afin de s'équilibrer mutuellement. L'effet domino est facile à constater. Le phénomène de prolifération soudaine est d'autant plus probable que les intérêts de leur principal gardien, les États-Unis, sont impliqués dans le processus. Après tout,
Washington ne peut pas simultanément quitter l'Europe et se diriger vers le Pacifique, exiger que l'Europe assume la responsabilité de sa sécurité, et en même temps bloquer de nouvelles formes potentielles de dissuasion nucléaire face à la plus grande puissance nucléaire de la région, c'est-à-dire la Russie. Dans ce cas, il est impossible d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Les Américains devraient accepter un nouvel accord nucléaire dans la région, soit par un partage étendu du nucléaire, l'option la plus simple, soit par un plus grand nombre d'États européens partageant les coûts des programmes nucléaires britanniques et français, tout en conservant les armes sur le sol. C'est une option plus difficile, mais théoriquement plus efficace. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins d'asymétrie des risques. Autrement dit, dans le cas du partage nucléaire, les Américains conservent le contrôle de l'utilisation finale des armes et leur appétit pour le risque pourrait être moindre que celui des Russes, ce qui pourrait les amener à tester cet arrangement. Si en revanche les Suédois, les Polonais ou les Finlandais en étaient aux commandes, on aboutirait à une symétrie du risque, voire une asymétrie en faveur des États européens. Une attaque nucléaire russe provoquerait certainement une réponse et serait donc moins susceptible d'être utilisée. Soit dit en passant, cet exemple montre que le gameplay des armes nucléaires est fondamentalement une contemplation psychologique. Le but de ce jeu psychologique est de créer un équilibre afin que personne ne soit tenté d'utiliser des armes de destruction massive, soit par peur, soit par sentiment de faiblesse de l'autre camp. De plus, on peut supposer que ce n'est pas le simple fait qu'un État possède des armes nucléaires qui a un effet déstabilisateur, mais la période d'acquisition de ces armes, en particulier leur développement, est la seule fenêtre d'opportunité pour réagir à l'acquisition de cet instrument par un rival géopolitique. Par conséquent, plus cette période est courte, plus elle est théoriquement sûre. Les Américains pourraient donc être contraints d'accepter une nouvelle architecture nucléaire en Europe. Un phénomène similaire ne peut être exclu en Asie de l'Est. Laisser les alliés les plus proches des États-Unis dans la région disposer d'armes nucléaires pourrait jouer à l'avantage des États-Unis, et de tels scénarios sont certainement envisagés. Pourquoi ? Le fait que le Japon ou la Corée du Sud disposent d'armes nucléaires pourrait alléger une grande partie du fardeau des États-Unis et accroître l'ambiguïté stratégique de leurs adversaires, principalement la Chine, la Russie ou la Corée du Nord. Tout comme l'existence d'armes nucléaires en Corée du Nord attire l'attention américaine et joue à l'avantage de Moscou et de Pékin. De même, l'existence possible d'armes nucléaires au Japon ou en Corée du Sud constitue une nouvelle variable indésirable pour les Chinois et les Russes. Avant même sa mort en avril 2023, Henry Kissinger affirmait que le Japonais, jusqu'ici seule victime des armes de destruction massive, deviendrait une puissance nucléaire d'ici 5 ans. Écrivant pour National Interest, l'auteur Barry Jeon reconnaît que les horreurs de 1945 restent profondément ancrées dans la psyché japonaise, mais que l'évolution de l'ordre international exerce une pression sur les décideurs politiques de Tokyo. Un Japon nucléaire constituerait un revers majeur pour les plans de guerre de Pékin, tout comme une Corée du Sud nucléaire. Même si les motivations potentielles de Séoul en faveur de l'armement nucléaire proviendraient principalement du comportement agressif de ses compatriotes du Nord. L'opinion publique du Sud est déjà favorable au développement d'armes nucléaires. Cela a été suggéré par le président Yoon Suk-yeol. En supposant qu'une telle décision soit prise, étant donné la sophistication technologique de la Corée et du Japon, le développement d'une telle capacité ne devrait pas poser de problème majeur pour l'un ou l'autre. Le fait que le débat nucléaire ait atteint l'Allemagne, peut-être la société la plus pacifiste du monde d'après-guerre, illustre parfaitement que le monde est à l'aube d'une nouvelle phase de prolifération nucléaire. L'Ukraine reste également sur l'échiquier nucléaire et, selon Oleksiy Arestovitch, ancien conseiller à la chancellerie du président, Kiev pourrait se doter de l'arme nucléaire à court terme. Aujourd'hui, une telle démarche serait extrêmement irresponsable, car elle pourrait saper la volonté des États de soutenir l'effort de guerre ukrainien ou provoquer une frappe nucléaire préventive de la Russie. En temps de paix, cependant, les armes nucléaires pourraient devenir l'un des principaux objectifs de l'Ukraine, alors qu'elle cherche à corriger son erreur de 1994. Pour les Russes, jouer la carte nucléaire restera partie intégrante de leur répertoire stratégique, et les tentatives de prolifération nucléaire ne serviront qu'à renforcer les menaces du Kremlin. Récemment, il y a eu une autre fuite concernant les projets russes d'utiliser des armes nucléaires. Toutefois, les menaces russes n'existent pas en vase clos et peuvent contribuer à l'inverse des intentions du Kremlin,
à savoir l'expansion de la présence d'armes de destruction massive en Europe et au-delà. La remise en cause de l'ordre existant par la Russie, mais aussi par la Chine, l'Iran ou la Corée du Nord, oblige à revisiter le débat nucléaire dans de nombreuses régions du monde, à tel point que la prochaine vague de prolifération pourrait augmenter considérablement le nombre d'acteurs disposant de cet outil dans les décennies à venir. Comment pouvons-nous, en tant qu'espèce humaine, percevoir cela? Évidemment, la première réaction est sans équivoque négative, car elle augmente considérablement le nombre de scénarios potentiels pour leur utilisation, et augmente ainsi le risque de notre annihilation finale. Il est difficile de contester cela. D'un autre côté, les armes nucléaires, dans toute leur méchanceté, peuvent être considérées comme un élément stabilisateur, car il existe toujours la crainte de leur utilisation par le camp adverse. Si l'Ukraine avait encore eu des tests nucléaires en 2014 ou en 2022, l'invasion n'aurait peut-être jamais eu lieu. La force nucléaire est-elle mauvaise dans ce cas? Quoi qu'il en soit, tout comme il était certain après que les Américains ont acquis la capacité nucléaire en 1945 que la prolifération vers d'autres pays se produirait tôt ou tard, il est également certain aujourd'hui que nous n'avons pas atteint le stade final de la prolifération nucléaire et que les armes de destruction massive feront un jour de nouveau la une des journaux quotidiens.